Moi, je me sens honoré de figurer à côté de René Galisso, qui, pour moi, représente un peu l'école de l'histoire économique coloniale française. Moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire ultramarine ou d'histoire impériale ou coloniale, comme vous voulez. Je suis un historien de l'économie contemporaine, spécialiste d'histoire bancaire. Et l'outre-mer n'est pour moi qu'un hobby, si je puis dire, parce que je me suis aperçu en développant certaines recherches que 2 banques actives outre-mer se situaient vers le 10e rang des grandes banques françaises dans l'entre-deux-guerres, ce qui représente par conséquent un poids important dans le système bancaire français. Et cela m'a incité à travailler sur l'histoire de ces banques, le CFAT pour lequel vous avez cette histoire, qui n'existe plus, hein, et la compagnie algérienne, qui elle non plus n'existe plus, mais moi qui suis lyonnais, je sais que ma mère, qui était commerçante, quand j'étais tout petit, était cliente de la compagnie algérienne rue Victor Hugo, et donc c'est une banque qui a été assez active en métropole et outre-mer. Donc des banques importantes, des banques privées, et c'est pour ça que je suis un peu critique vis-à-vis de l'expression qu'a employée René Galisso. L'histoire économique en Algérie n'est pas seulement le fait du capitalisme d'État, mais aussi largement d'entreprises privées, bien évidemment. Même si la concession, la concession de services publics qui a été accordée à la Banque de l'Algérie s'intègre dans le système du droit public économique, bien évidemment. Donc je vais parler ici de banques privées, et la question clé est dans la logique de ce colloque, c'est-à-dire passé-présent. Est-ce que l'on peut insérer cette histoire bancaire au-delà de la chronique, du récit qui ne m'intéressera pas aujourd'hui, qui est dans mes textes, articles ou livres, notamment dans les actes du colloque Ageron, jadis, les hommages à Ageron, il y a un article sur la comédie algérienne, il y a ce CFAT. La question est de savoir si cette banque dite moderne aurait pu être configurée comme un outil de développement de toutes les couches sociales algériennes, toutes les couches socio-économiques algériennes, les groupes de colons, bien évidemment, les groupes autochtones, bien sûr. La question connexe est celle-ci: peut-on discuter sereinement, sans être soupçonné de révisionnisme pro-impérialiste, des différentes possibilités offertes au hasard de l'histoire à propos de l'économie bancaire algérienne? Est-ce qu'une voie unique, entre guillemets, a été inéluctable, celle d'abord de l'économie bancaire plaquée depuis la métropole, celle ensuite d'un capitalisme d'État centralisateur et plus ou moins bureaucratique, comme celui qui a été mis en place après l'indépendance? Par conséquent, il s'agit de voir quel peut être le rôle de l'économie bancaire dans cette histoire du développement algérien. Dans un premier point, je dirais que jamais l'Algérie n'a connu une économie de marché bancaire jusqu'à la fin du XXe siècle. Et les quelques semestres pendant lesquels elle a connu cette économie bancaire privée a débouché sur l'escroquerie califat, qui n'a pas été un grand levier de la promotion de ce qu'on appelle l'économie de confiance nécessaire à la promotion de l'économie bancaire. N'oublions pas que la banque, l'économie bancaire, nécessite une économie de confiance qui garantit la pérennité du passif, les dépôts, le capital. Et depuis l'indépendance, cette économie de confiance est passée par l'État avec les banques de développement. C'est l'État qui a assumé ce rôle de garantie, mais dans une économie de marché, quelle que soit la part de l'État dans celle-ci, le rôle des banques est celui d'une économie, d'une fonction d'intermédiation, par conséquent entre de l'argent en stock, de l'argent utilisé, et un rôle de transformation, c'est-à-dire essayer de transformer du court terme en moyen terme, ou de l'urbain en rural pour des économies fortement rurales. Et ce qui suscite l'interrogation, c'est de savoir si ces banques ont joué un rôle en faveur du développement algérien dans ses fonctions d'intermédiation et de transformation. Certes, une grosse partie de l'argent est venue de métropole. Les investisseurs en capital dans ces banques.
les transferts de capitaux assumés par ces banques dans leur fonction de courtage pour investir dans des entreprises tertiaires ou industrielles, certes de l'argent du colonna. Mais la question que l'on peut se poser, qui a, à mon sens, pas tellement bien été étudiée jusqu'à présent, y a-t-il eu jamais de l'argent que j'appellerais musulmano-algérien, autochtone, pour alimenter des dépôts, pour alimenter peut-être un capital, enfin pour nourrir ce qu'on appelle le passif dans les bilans bancaires, et donc servir de levier ensuite à une transformation vers un actif, c'est-à-dire des crédits. Et cela mériterait, par conséquent, de savoir si des formes, entre guillemets, primitives de banque, c'est-à-dire l'usure, a été active sur le marché algérien précolonial ou proto-colonial, comme cela a été le cas dans les économies européennes anciennes, ce qu'on appelle nous l'ancien régime, et cela, et même encore une large partie au XIXe siècle. Donc y a-t-il jamais eu une proto-économie du marché de l'argent? Et cela pose le problème du retard, cher aux économistes, Gerschenkron. Donc, dans cette économie dite ancienne, à vitaliser par des techniques nouvelles à importer, là en l'occurrence l'économie de l'argent, est-ce que des transferts ont pu être organisés? Est-ce qu'on a eu un transfert d'économie bancaire moderne, comme disait David Landes, est-ce qu'on est passé de la vieille banque à la nouvelle banque? Je rappelle que la France aussi, ce n'est pas un rapport inégal d'analyser ce flux de savoir-faire, puisque la France, elle aussi, en son temps, a importé des techniques, les Lombards, les Italiens, les Médicis. Les Italiens ont eux aussi, la France a elle aussi importé ce savoir-faire, notamment à Lyon, au XVe, XVIe siècle. Et ce sont des questions qu'il faut se poser. Par conséquent, aurait-il pu, et c'est pourquoi dans les différentes parties, je ferai un petit peu de ce qu'on appelle d'histoire contrefactuelle, que se serait-il passé si l'Algérie était restée était devenue algérienne, enfin, si une espèce d'entité algérienne était apparue comme la Tunisie, comme c'est le cas en Tunisie ou au Maroc, ou surtout en Égypte, qui est un peu le contrepoint de ce qui devrait être le contrepoint de ces analyses. Ce qui, d'ailleurs, explique pourquoi mon collègue Samir Saul, un Canadien, est en train de passer de l'histoire, il a publié un énorme pavé sur l'histoire bancaire et financière de l'Égypte, et est passé à l'histoire bancaire et financière maghrébine. Le premier point, donc, au-delà de ces prolégomènes, consiste à essayer de voir comment s'est produite la création d'une architecture bancaire et monétaire. C'est-à-dire que pour qu'on ait une économie bancaire et monétaire, il faut de la stabilité et non de la confiance. Or, bien sûr, c'est d'abord l'appareil économique d'État qui s'est structuré autour de l'administration, des flux de l'argent de l'administration, de la trésorerie publique, administration, salaire, armée, autour de la fonction de banque centrale, la Banque de l'Algérie, dépendant d'une concession. Donc on a bien un acquis historique de même type que la Banque d'État du Maroc, que la Banque de l'Indochine, un modèle commun à tout l'ensemble, ou la Banque de l'Afrique occidentale, un modèle d'une architecture de modernité permettant d'assurer, de créer dans un État inexistant, dans un pays où l'État est inexistant, une structure d'État économique, monétaire et bancaire, un système bancaire et monétaire, des outils nécessaires pour une économie de confiance. Et que se serait-il passé si l'Algérie était restée ou était devenue algérienne, pour dire simplement de façon un peu artificielle? Peut-être une création concédée à une société étrangère, la Banque d'État du Maroc, par exemple, dans le protectorat, ou bien la Banque du Japon, qui s'est bien structurée de façon indépendante. Le problème de cet État algérien virtuel eût été qu'à cause de son retard économique et social, surtout et culturel, il lui manquait de cadres, et il lui fallut par conséquent former des cadres bancaires, financiers. La France a eu la chance d'importer des cadres suisses, italiens, d'un peu de tous les pays, anglais, britanniques, de se former à cette culture européenne du marché de l'argent, de ce petit à petit, en plusieurs demi-siècles, 2-3 demi-siècles, d'assimiler ces techniques, et l'Algérie virtuelle aurait eu besoin de
je dirais, d'assimiler ces techniques. Et il est clair que l'on n'imagine pas comment cela aurait été possible dans ce 19e siècle colonial. Et il est clair que la création de cette administration financière, en direct ou déléguée, a constitué un levier dit de progrès, d'accélération du temps pour insérer l'économie algérienne dans l'architecture de la stabilité et de la confiance nécessaire à une économie bancaire et financière moderne. Ceci posé comme architecture globale, il est clair que le marché algérien a constitué un pôle d'attraction pour des capitaux français, pour des investisseurs français. Une armature bancaire s'est structurée. La compagnie algérienne a été montée par ce qu'on appelle les maisons de la haute banque en France, des banquiers privés qui ont vu qu'il y avait une opportunité de profit. Le CFAT a été monté par des investisseurs liés au crédit foncier et des milieux financiers parisiens. La Société Générale et le Crédit Lyonnais ont monté un petit réseau et d'autres petites banques se sont créées. C'est un énorme marché qui s'est ouvert, prospère, favorisé, où ces banques modernes ont transféré des techniques modernes pour financer le négoce, pour financer les industries présentes, pour financer les colons, notamment avec le transfert d'une technique essentielle qui est le crédit hypothécaire, soit en faveur des colons agricoles, c'est-à-dire le crédit foncier, soit en faveur des investisseurs urbains dans le cadre de la promotion, de ce qu'on appelle les promoteurs et entrepreneurs immobiliers, les villes modernes qui se sont créées. Alors c'est moins visible en Algérie parce que le processus a étalé sur plusieurs décennies, contrairement au Maroc où, vous le savez bien, je vous ai lu, les années 20 notamment sont un lieu de promotion, de spéculation immobilière assez fort, bien, plutôt fort. Donc là, l'Algérie a été insérée dans des flux transméditerranéens que l'on retrouve en Égypte, que l'on retrouve dans l'Empire ottoman, un petit peu en Grèce, que l'on retrouve aussi en Italie dès le tournant du XXe siècle, c'est-à-dire le transfert d'un savoir-faire européen dans le domaine bancaire de l'Europe du Nord-Ouest aux pays méditerranéens. Bon, la question clé, bien évidemment, c'est de savoir quelle est la base sociale de cette autonomie bancaire moderne. Or, bien évidemment, c'est des évidences, mais je ne fais que proférer des évidences. Dans le domaine de l'agriculture, il est bien clair que c'est le statut des agriculteurs autochtones qui rend difficile leur insertion dans l'économie bancaire moderne. En effet, le banquier a besoin d'un gage, d'une garantie, et se pose le problème du statut juridique des terres collectives, des terres villageoises, des terres à bourse, se pose le problème de la propriété, du statut de la propriété, qu'on a connu également en France, parce qu'il y a aussi des terres communales, des biens communaux en France, mais qui a été, en France métropolitaine, qui a été résolu tout de même par le développement de la petite propriété en faire valoir direct dans la moitié sud de la France, ou de la grande propriété en fermage ou autre dans le nord. Se pose donc le problème de la confiance. Comment insérer cette exploitation agricole autochtone dans l'économie bancaire, dans la mesure où elle paraît difficilement pouvoir constituer des gages. Fournir des gages. C'est donc la difficile naissance de l'individualisation dans la propriété rurale. C'est le problème de la structuration d'un droit moderne par rapport au droit coutumier, précolonial et tribal, je dirais, ou villageois, pour être, le mot tribal peut être interprété de façon ambiguë. C'est par conséquent le problème de la structure de la famille élargie aussi, qui peut servir de gage dans la gestion d'un patrimoine de terre dans ce qu'on appelait dans la civilisation latine la gens, la famille élargie, et par conséquent, il manque et cela est aggravé par ce à quoi vous faisiez allusion, M. Dialliso, il y a un instant, dans un certain nombre de villages, par la déstructuration même des anciens cadres socio-économiques, par la colonisation. Or, je vais citer un texte qui va choquer beaucoup de gens, mais ça ne fait rien. Il est publié dans la revue de cette banque
que j'ai trouvé. Il s'en faut de beaucoup que toutes les terres susceptibles d'être mises en valeur par les méthodes modernes d'agriculture soient effectivement cultivées à l'européenne. Il y a encore, même en Algérie, certainement plus de la moitié des terres de première qualité qui ne portent des récoltes infimes comparées à ce qu'ils pourraient rendre. C'est une cause d'étonnement pour les personnes qui parcourent l'Afrique du Nord pour la première fois que de voir alterner des cultures magnifiques, celles des colons, avec des terrains exploités par des procédés primitifs, les autres, et cela même dans les environs immédiats des grandes villes du littoral. En allant d'Oran à Mostaganem, par exemple, on voit succéder à de luxuriants vignobles des packages envahis par le palmier nain. Cependant, la culture européenne se répand tous les jours davantage, mais toutefois lentement. Cela tient en grande partie, c'est là que je vais vous choquer, au caractère arabe. L'arabe n'est pas ou peu sensible au gain. Il considère que si ses besoins et ceux de sa famille sont satisfaits, il est inutile de se donner plus de mal pour gagner davantage. Il est d'autre part très attaché à sa terre et la vend difficilement. Le temps seul pourra modifier cet état d'esprit qui fait que l'on voit parfois au milieu de domaines superbes des terres en jachère ou utilisées pour faire packager des moutons. Il y a là un potentiel considérable. C'est un article même de 1927, ce n'est pas 1827. Il fallait le signaler tout de même. Bien. Et la logique, par conséquent, est de savoir, on a parlé même de propriété, là, de cet article. Donc, où trouver un gage, d'une part, et où trouver une capacité de remboursement, donc d'autofinancement, de dégager de la trésorerie. Et c'est ce qui explique que ces banques, finalement, n'ont guère percé, notamment le crédit foncier d'Algérie n'a pas tellement percé dans le domaine du crédit hypothécaire, et que le crédit hypothécaire, au fond, soit revenu aux colons classiques, petits, moyens, de toutes sortes d'ailleurs, ou aux sociétés foncières de grande ampleur, aux grands domaines, comme on dit. Et c'est également dans le domaine du commerce, le financement des professionnels, des PME, des petites entreprises, des petits commerçants. Le problème est de savoir si, au fond, si une couche algérienne, autochtone, algéro-musulmane, si l'on veut, s'est constituée au sein même de cette autonomie rurale méditerranéenne, si des petits bourgeois, au fond, des petits commerçants, des petits artisans sont apparus pour servir, là aussi, de clientèle, comme c'est le cas en métropole, pour les banques. N'oublions pas que les banques ne sont pas appuyées seulement sur les classes supérieures. Et là encore, ces petits bourgeois virtuels, ce qu'on appelle dans la clientèle, dans le terme bancaire, les professionnels, n'ont été trop intégrés dans l'économie du monde rural, à l'image de l'économie rurale méditerranéenne, ne se distinguaient pas d'économie villageoise eux-mêmes. Je pense aux travailleurs du fer, aux travailleurs du cuir. Et là encore se pose le problème de leur capacité d'apporter des gages par des biens possédés. Et c'est là qu'on trouve, il faut le dire, même si je vais choquer une nouvelle fois, la faiblesse de l'économie algérienne dans le domaine bancaire. Elle n'est pas capable de procurer aux banques la même strate socio-professionnelle que la Banque de l'Indochine a trouvée en Indochine, que les banques françaises et surtout britanniques ont trouvé en Chine, c'est ce qu'on appelle les compradors. Alors, pour René Galisso, qui est d'une vieille génération, bourgeoisie comprador, c'est un terme générique pour désigner les suppôts alliés de l'impérialisme, mais comprador en termes d'économie bancaire, ça n'a rien de négatif. Ce sont des autochtones en Chine, en Indochine, en Asie généralement, qui sont capables de garantir sur leurs biens personnels les prêts accordés par des banques aux autochtones, c'est-à-dire que ce sont des relais, des leviers, des intermédiaires qui permettent au fond au crédit de pénétrer dans un certain nombre de strates, de couches paysannes, de couches artisanales, de couches commerçantes, à l'intérieur de l'économie dite classique, dite ancienne, et de l'aider à s'intégrer dans la monétarisation, dans l'économie moderne. Et donc c'est là peut-être que se trouve l'une des insuffisances dans le développement algérien de ce 19e siècle, puis au de l'époque, un tournant début du 20e siècle, il n'y a pas eu de relais locaux au sein d'une bourgeoisie relative autochtone pour servir de soutien. Et
c'est là que j'aborde ce point d'histoire contrefactuelle, que se serait-il passé si le pays n'avait pas été colonisé? Est-ce que l'on aurait eu une lente émergence de réseaux bancaires autochtones? N'oublions pas qu'en Égypte, une banque s'est créée autochtone, la banque Misr, je ne sais pas comment on prononce, MISR, Misr, et c'était la banque nationale, enfin nationaliste même. On peut dire Égypte. Oui, nationaliste. L'Égypte est pas étranger. Et alors, je sais bien que l'Égypte n'est pas un modèle de développement, il y a de fortes inégalités, etc., bien évidemment. Mais l'Égypte a conservé une relative autonomie de développement socio-économique. Et est-ce que de telles banques auraient pu être suscitées par un développement local algérien? Est-ce que le négoce, est-ce que, au fond, des trading houses, comme disent les Britanniques, auraient pu se constituer, comme ça a été le cas pendant les périodes de proto-industrialisation en Angleterre, en France, par exemple, débouchant sur des banques de marchands, comme ça a été le cas dans la Russie du XVIIIe siècle, ou du début du XIXe siècle, où à Moscou, la Banque de l'Union, c'était les marchands qui avaient créé ces banques, qui ont subsisté pendant toute la période tsariste, aux côtés des grandes banques modernes, implantées par transfert de savoir-faire de capitaux allemands ou français notamment. Et c'est tout le problème, évidemment, de l'esprit commercial maghrébin qui existe, c'est une réalité. Nous, en France, de façon raciste, on dit qu'il y a les berbères qui ont l'esprit commercial. Est-ce qu'une classe marchande aurait pu surgir? Au fond, est-ce qu'une révolution marchande aurait pu surgir? Alors, je sais bien que ça ne plaît pas peut-être aux partisans de l'étatisme, mais néanmoins, c'est bien ce qui s'est passé en Tunisie, puisque le Crédit foncier d'Algérie-Tunisie finance en Tunisie des marchands d'huile qui sont des Tunisiens, des autochtones tunisiens, financent bien une relative petite bourgeoisie tunisienne, dont je ne connais pas l'ampleur quantitative, bien entendu. C'est le cas également dans toute l'Afrique noire. Les africanistes ont bien montré dans un certain nombre de pays d'Afrique noire, pourtant hyper colonisés, la structuration des Bambara, des Mamabens, donc l'émergence d'une couche marchande relativement, avec même des structures de crédit, la tontine, de crédit autochtone, la tontine, des procédés de tontine, qu'on trouve aussi en Chine, mais qu'on trouve largement en Afrique aussi. Et par conséquent, est-ce que... alors, à travers les archives bancaires, on trouve l'existence de marchés aux bestiaux. N'oublions pas que l'Algérie exportait beaucoup de vin, beaucoup de laine. Aux côtés des vins et des céréales qui constituent l'essentiel de l'exportation de l'agriculture moderne, on a aussi un marché d'agriculture, entre guillemets, primitive, c'est-à-dire non pas intensive, mais extensive, selon les critères de développement européens, et qui a laissé ouvert la voie à la structuration d'une couche de marchands dont peut-être, et si l'on reprend la logique de Samir Amin pour l'Afrique noire, qui peut-être, dont le développement a peut-être été entravé par la colonisation et l'emprise menée notamment par le petit commerce d'origine européenne dans l'économie urbaine. Alors il faut poser, car tout de même j'oserais le poser, je m'aventure un peu en porte-à-faux, le problème de l'islam. Est-ce qu'une économie bancaire aurait pu se structurer en Algérie en raison du problème islamique? Bien évidemment. Alors, aujourd'hui, le microcrédit émerge. Je travaille avec des gens du Maroc qui ont développé une grosse économie du microcrédit en liaison avec des structures françaises, et françaises et américaines d'ailleurs aussi, et se pose donc, mais c'est anachronique de prétendre que l'on aurait pu imaginer des structures de microcrédit. Donc, est-ce que, n'oublions pas tout de même qu'en Afrique noire occidentale, une économie mouride a surgi. Est-ce que l'économie islamique, si elle avait été garder ses terres, par exemple, si... Oui, mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Si l'économie islamique avait gardé ses terres, on aurait pu avoir ce type d'économie religieuse, entre guillemets. Est-ce qu'on aurait pu avoir, comme en Inde, un négoce en turban? Et ce sont des questions qu'il faut se poser. Si l'on suit cette analyse contrefactuelle, si une économie autochtone, une sorte de banque, aurait pu surgir. N'oublions pas qu'en métropole, qu'en Europe de l'Ouest,
qu'un système coopérateur mutualiste a surgi de la religion, c'est-à-dire le système chrétien social, les Raiffeisen en Allemagne, qui s'est diffusé, ben oui, nous avons d'ailleurs un Allemand ici, qui s'est diffusé dans l'ère germanique en général, et en France ensuite le crédit mutuel, Alsace, Bretagne, Nord, ou ensuite le crédit agricole mutuel. Et certes, un crédit agricole mutuel est structuré en Algérie, mais il ne sert qu'aux petits colons en fait, et n'a guère joué de rôle au service des Maghrébins. Donc, je suis peut-être un petit peu loin dans ces questionnements, mais je pense que c'est intéressant de savoir de réfléchir au marché de ces banques, à la base sociale de cette économie bancaire. Un dernier point, évidemment, est celui de la prospérité. Le système bancaire algérien a été prospère, bien évidemment. Tout d'abord, il est clair que si ces banques ont gagné de l'argent, c'est que la concurrence était beaucoup moindre qu'en métropole. En effet, en métropole, l'histoire bancaire sur le temps long, justement l'émergence sur plusieurs demi-siècles, avait permis la structuration de quelques milliers de banques locales, ce qu'on appelle les banques locales. Et dans tout petit grosse bourgade, il y avait 2, 3, voire 10 banques locales. Donc, il n'y avait pas de concurrence non plus en Algérie de systèmes de crédit parallèles, les notaires, à ma connaissance. Il n'y avait pas non plus de banques étrangères, contrairement en Afrique noire, où il y avait quand même quelques banques étrangères, belges, parfois anglaises. Et par conséquent, cette moindre concurrence explique les surprofits. D'autre part, il faut souligner l'efficacité de l'essaimage stratégique. Le transfert du capital de savoir-faire a été efficace dans la gestion des risques, après quelques difficultés au début. D'autre part, donc cela a permis de bien maîtriser cette clientèle relativement présentant des gages suffisamment forts. C'est-à-dire quand les colons ne remboursaient pas, et c'est énorme d'ailleurs, souvent au moment des crises, vous en avez analysé au moment des années 30, au moment des crises, en fait, les banques récupèrent les terres des colons et ensuite mettent plusieurs années à les vendre. Donc il n'y a pas, au fond, le risque est relativement limité, cantonné. Par ailleurs, ces banques ont tiré des profits, là bien évidemment, c'est l'image qu'on en a, que Daniel en a aussi. Banque et économie financière, c'est vrai que les grandes économies, les grandes entreprises capitalistes ont été soutenues par les banques. C'est vrai les banques ont géré leur disponibilité, leur trésorerie, ont financé le capital circulant, ont financé leurs emprunts. On a donc eu un bloc ou un diptyque, banque, industrie ou service, que Lazare Garbi, mon ami Lazare Garbi a bien analysé pour la Tunisie, à propos du chemin de fer Bonne-Kelma, à propos de l'économie bancaire, que Guylaine avait analysé pour le Maroc dans sa thèse et divers articles, ou chapitres de livres collectifs. Et il est clair que cette économie bancaire a appartenu au système de ce qu'on appelait jadis la rente coloniale. Donc s'inscrit dans un paradigme classique dont le CFAT, auquel je vous ai donné ce livre, est évident, est un bon exemple, bien représentatif, avec des surrevenus débouchant sur des surprofits à cause de ce manque de concurrence. Et cela dit, il faut tenir compte aussi des surcoûts, c'est-à-dire que l'implantation s'est faite à partir de rien. Des surcoûts de formation du personnel, la difficulté parfois à évaluer les risques, les fièvres, il fallait accompagner une conjoncture souvent spéculative, car liée au cours des denrées exportées, le vin, les céréales notamment, donc une forte dépendance par rapport au cycle des matières premières, des produits agricoles, pardon. Il fallait tenir compte également, pour un certain nombre de produits de banque, des cycles des matières premières. Bon, il fallait tenir compte des surcoûts des transmissions des données sur Paris. Bon, tout cela a pu constituer un handicap. Cela dit, si il est clair que c'est bien un bloc, un système cohérent qui s'est mis en place, colonial, ainsi une grosse société financée par le CFAT qui s'appelle la SAPS, Société algérienne de produits chimiques et d'engrais, bon, est très prospère et très puissante. Elle est financée par la banque, mais cette banque y a intérêt, puisque cette SAPS vend au domaine agricole et aux colons qui enrichissent leurs terres pour faire une agriculture plus intensive, et le CFAT bénéficie
des dépôts et des prêts de ces colons qui ont utilisé les engrais et les produits chimiques. Donc on a bien une logique coloniale, verticale, je dirais, structurée, amont-aval, qui intègre les différents types de développement coloniaux, mais en constituant un système de rente coloniale, entre guillemets, quels que soient les aléas qui peuvent marquer cette rente coloniale. Bon, alors imaginons une contrefactuelle, là encore. Est-ce que ce serait-il, et je terminerai par là, que se serait-il passé dans une Algérie algérienne, si on peut employer cette expression? Est-ce que, au fond, l'Algérie aurait été moins dépendante financièrement? Il est clair que si elle s'était intégrée dans une économie de commercialisation, comme l'Indochine qui exporte son riz vers la Chine, comme le Maroc qui exporte pas mal de bestiaux vers l'Europe, est-ce que, au fond, là encore, quelles que soient les structures créées, arabo, berbéro, musulmanes, mourido, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer du côté religieux ou du côté de banques concédées par une puissance étatique structurée, un appareil d'État quelconque, un appareil économique d'État quelconque, pour reprendre une expression althusérienne, eh bien, est-ce que, là encore, l'Algérie aurait dépendu tout de même, comme tout pays exportateur, des cours, bien évidemment, des fluctuations des cours. Mais il est clair qu'une partie de la rente procurée par ces exportations aurait pu être accumulée, mise en réserve. Et cela pose le problème, bien entendu, de l'absence en Algérie pour les produits agricoles, de façon surprenante dans l'histoire, parce qu'au fond, on ne s'est guère occupé de l'économie paysanne, autochtone, de ce qui devient, de ce qu'on appelle à partir des années 45, les marketing boards, les caisses de compensation, ou les caisses de stabilisation, la caisse stable ivoirienne, parce qu'au fond, le développement agricole algérien était conçu autour du colonna et pas autour des villageois autochtones, contrairement au développement agricole d'Afrique noire, reposant largement sur les petits paysans autochtones que l'on a cherché à encourager et à insérer dans le système de négoce de denrées mondial. Et c'est tout de même assez étonnant de voir que même à la période bénie, si l'on peut dire, des initiatives économiques, un peu de Guy Mollet qui crée des instances de réforme agraire pour transférer les terres. Même à l'époque du plan de Constantine, on ne pense jamais à ces éléments de caisse de stabilisation qui sont pourtant bien développés en Afrique noire, qui sont banals, je veux dire, qui sont des outils banals et qui le deviennent encore plus après les indépendances. Donc on a une sorte de lacune là, et on peut imaginer, si on fait cette histoire contrefactuelle, que les Algériens auraient pu se doter de caisses de stabilisation. Mais là encore, il lui fallut former des cadres. Il lui fallut disposer, pour des pays n'ayant pas des administrateurs coloniaux formés à l'école d'administration, de l'école de la France d'outre-mer, former des cadres. Et cela pose évidemment le problème de l'adaptation de l'université ou des universités historiques ou des lieux de formation historique on aurait très bien pu imaginer de toute façon une concurrence impérialiste comme ça a été le cas en Chine, c'est-à-dire des écoles créées par des pays, Belgique, Royaume-Uni, France, etc., notamment créant des écoles comme ça a été le cas en Chine, dans un État indépendant, ou comme ça a été le cas au Liban également, l'école américaine, les choses instituts américains, ou en Égypte, là encore, bien évidemment. Et il est difficile de faire de l'histoire contrefactuelle, mais il faut se la faire, car il faut la pratiquer, car on n'a pas un modèle unique de développement. Il n'y avait pas seulement une marche vers une économie étatisée à la boumedieniste. On eût pu imaginer aussi une économie de marché indépendante, ouverte à l'entreprise locale, ou à l'entreprise étrangère, mais en respect des droits du pays. Alors ce sont des débats intéressants que l'on a vus tout au long de l'histoire de l'Amérique latine. Les débats autour de l'indépendance économique, comment allier l'émergence
alors, l'Amérique latine disposait d'une couche de métis, je dirais, enfin de descendants des colons. Donc, c'est un peu différent. Il y avait déjà une armature bourgeoise qui, en Afrique du Nord, manquait, bien évidemment. Ou a manqué à cause du départ de 1961, 60, 62. Bon, car ça aurait pu être un autre modèle de développement, une autre confactuelle, un peu osée, je le sais bien, dans l'esprit du colloque, d'imaginer que les colons restent en Algérie et, au fond, mettent en place un système comme le Brésil l'a connu, de mixité socio-économique. Alors, j'ai plus soulevé des questions que fait de l'histoire bancaire. Je crois qu'il faut dédiaboliser l'histoire bancaire. D'abord, la banque, ce n'est pas nécessairement le mal, et mal absolu. Et ensuite, on peut avoir une économie de marché bancaire respectant l'indépendance. Après tout, l'Algérie, la Turquie comment s'appelle-t-il, de Kemal a mis en place une économie bancaire mi-étatique, avec l'armée jouant un grand rôle, mi-privée, qui s'est épanouie à partir des années 60, 70, enfin surtout 70, 80, 1900. Mais l'Égypte, elle aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, de façon informelle, mais a essayé de mettre, d'équilibrer privé et public. Bon, le nasserisme a étatisé pas mal le système bancaire jusqu'à la libéralisation récente. Et au fond, l'Algérie aujourd'hui, elle est comme l'Union soviétique, les pays de l'ex-Union soviétique. Faut-il, comment passer d'une économie bancaire étatiste à une économie bancaire privée? Comment créer un cadre de stabilité et de confiance? Et là, ce sont les grandes questions claires qui nécessitent des problèmes de gouvernance étatique, hein, et des problèmes de gouvernance entrepreneuriale, bien évidemment. Et enfin, évidemment, une coopération interpays, nord-sud ou interpays. N'oublions pas qu'on a aussi le modèle des banques de développement. La Banque africaine de développement, par exemple, qui paradoxalement, à cause des événements actuels, a quitté son siège de Côte d'Ivoire et se trouve à Tunis, puisque le siège de Côte d'Ivoire d'Abidjan est fermé, protégé par la troupe. Est-ce que, et l'on en revient tout de même à cette question, oui, je remplerai l'expression de Boumedienne, comment disait-il, semer les dividendes du pétrole. Il y aurait peut-être eu une autre voie pour semer les dividendes du pétrole en alimentant le passif du capital, capital action ou obligation d'un certain nombre de grandes banques de développement de façon plus décentralisée que ça a été le cas. Mais tout cela, c'est évidemment de l'utopie, du débat, mais pour montrer pour insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule voie historique de structuration d'une économie bancaire. Voilà, je vous remercie. Je vous ai laissé aller puisque, comme nous sommes trois intervenants, nous avons, je pense, la possibilité